Alors, donc un petit point d'actualité sur le parc tertiaire. Où en est-on, effectivement? Nous allons avec Nathalie et puis aussi Nicolas un peu plus tard vous parler, essayer de vous préciser un petit peu les choses. Alors, comme cela a été dit juste à l'instant par le président de l'ADEME, ça fait un moment qu'on en parle de ce décret. Effectivement, c'était présent dans le Grenelle de l'environnement, puis dans la loi transition énergétique pour la croissance verte de 2015 et ensuite dans la loi Elan, publiée en 2018. L'objectif général est toujours le même, c'est de réduire les consommations d'énergie finale du parc tertiaire par période décennale et progressive, donc de 40% en 2030, puis de 50% en 2040 et de 60% en 2050 par rapport à une base actuelle, évidemment, par rapport aux consommations actuelles. Tout cela en conformité avec la stratégie nationale bas carbone. Et donc à chaque fois, évidemment, l'objectif reste le même, mais chaque loi successive a emmené son lot de nouveautés. Et donc la loi Elan, c'est en fait de dire, et c'est important, que les actions d'économie d'énergie, ce sont des actions justement, ce ne sont pas que des travaux, mais voilà, on est dans une acception plus large des leviers que l'on peut utiliser quand on est dans le parc tertiaire pour réduire la facture énergétique, notamment en termes de qualité d'exploitation des équipements ou encore de comportement des usagers. Donc la première avancée de la loi Elan, c'est cette idée de passer des travaux aux actions, donc avec une acception plus large. Alors, quels sont les bâtiments assujettis? Ce sont d'abord un seuil en termes de surface, le seuil de 1000 m². Donc, soit ce sont des bâtiments qui sont de cette surface de 1000 m² ou plus, exclusivement dédiés à un usage tertiaire, mais ça peut être aussi toute partie d'un bâtiment à usage mixte qui héberge des activités tertiaires dont le cumul des surfaces est supérieur ou égal à 1000 m², ou alors tout ensemble de bâtiments qui sont situés sur une même parcelle, une même unité foncière ou un même site, dès lors que les activités tertiaires qui sont hébergées, elles représentent également des surfaces cumulées de 1000 m². Donc vous voyez, il y a toujours la valeur le seuil de 1000 m², mais on a le bâtiment unique, une partie de bâtiment mixte, typiquement l'immeuble en ville qui héberge du logement et du tertiaire, ou alors un ensemble de bâtiments, un site avec plusieurs bâtiments. Le choix a été fait dans le décret donc, de 2019, le décret qui a été publié l'été dernier, d'avoir très peu d'exemptions. En fait, on a un champ très large. Ça aussi, c'est une nouveauté par rapport au texte précédent qui était sur un certain nombre, uniquement un certain nombre de familles du tertiaire. Là, en gros, on a pris tout le tertiaire. Et le tertiaire, c'est très large, ça représente des constructions très différentes. Ne sont exemptées que les constructions provisoires, qui font l'objet d'un permis de construire spécial, les lieux de culte, et puis tout ce qui concerne les activités un peu sensibles liées à la sécurité civile, à des gestions de crise, etc., tout ce qui est centre opérationnel. Comme je l'ai dit, donc, on a des leviers multiples, on n'a pas que les travaux, il y a les travaux bien sûr, mais c'est aussi l'installation d'équipements performants, donc le changement d'équipement en fait, les dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements, les modalités d'exploitation, l'aménagement des locaux, donc ça peut être l'optimisation des surfaces, le réaménagement des surfaces, mais aussi, encore une fois, le comportement des occupants. Donc on agit sur tous les leviers, et donc ça c'est extrêmement important de revenir là-dessus. Pour atteindre l'objectif, il y a deux façons de le faire. Donc c'est la valeur relative, le pourcentage, donc à partir d'une base 100, d'une référence à l'état actuel, bon, ben vous avez donc le moins 40, le moins 50, le moins 60. Et puis la deuxième façon de faire, c'est un objectif fixé en valeur absolue. Donc là, c'est par rapport à des catégories de bâtiments tertiaires, on va avoir une valeur à atteindre, un seuil à atteindre. Pourquoi on a fait cette double possibilité? Parce que sur des bâtiments récents, en fait, le champ d'application va concerner des bâtiments qui pourront être des bâtiments relativement récents, de 2015, de 2010, qui sont donc dans un état de performance énergétique acceptable, évidemment, qui ne correspondent plus aux standards actuels. Mais on pourrait se dire qu'on peut préférer viser une valeur absolue. Ça sera même sans doute plus facile que de viser le 40% par rapport à un bâtiment qui est d'ores et déjà plus performant qu'un bâtiment plus ancien. Donc il y a deux façons de respecter l'objectif, valeur absolue, valeur relative. Comme j'ai dit, il y avait peu
donc un champ d'application large, peu d'exemptions. Par contre, plusieurs situations où on peut moduler les objectifs, c'est-à-dire considérer qu'on n'a pas, voilà, on n'atteint pas l'objectif fixé en pourcentage, mais parce qu'on a des situations, des contraintes, qu'elles soient techniques, architecturales ou patrimoniales. Par exemple, ça peut être le risque de pathologie lié à un bâti particulier. Lorsqu'on a un changement d'activité, un changement aussi dans l'intensité de l'activité, de volume d'activité, en fait un événement dans son activité qui fait que finalement on n'a plus le même volume d'activité, eh bien on peut le prendre en compte. Ou encore en cas de disproportion économique, c'est-à-dire qu'on a un temps de retour brut sur investissement qui est au-delà d'un certain seuil, qui fait considérer que les interventions ont un coût disproportionné par rapport aux gains énergétiques attendus. Donc ces trois situations, ces trois familles de situations, en vérité ça recoupe beaucoup plus de cas, permettent de moduler l'objectif qui est atteint par décennie. Comme tout dispositif réglementaire, il est important de pouvoir suivre et mettre en œuvre finalement cette obligation. Comme on l'a dit, ça s'inscrit dans la volonté de massifier les rénovations. Donc le secteur tertiaire, c'est un gisement important. Hein, je crois que de mémoire, c'est pratiquement 1 milliard de mètres carrés de surface. Donc c'est évidemment un gisement et voilà, un grand nombre de bâtiments sur lesquels il est important d'agir. Et donc, il est important aussi, par rapport à la stratégie bas carbone, par rapport à tous ces objectifs nationaux, de pouvoir non seulement comptabiliser, mais savoir combien on fait d'économies. C'est pour ça qu'a été mis en place une plateforme qui s'appelle Opéra. Alors, je ne vais pas forcément développer, puisque je crois que ensuite Nicolas Doré de l'ADEME va le faire, mais c'est l'Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire. Eh bien, tous les assujettis, donc les personnes en charge de bâtiments tertiaires, devront s'enregistrer sur cette plateforme qui existe depuis cette année, 2020, pour remonter finalement leurs informations, c'est-à-dire à la fois l'état de référence dans lequel elles sont, ce qu'elles comptent faire pour atteindre les objectifs par décennie, produire évidemment les éléments de modulation, c'est-à-dire voilà, dire pourquoi elles sont amenées à moduler, pardon. Et donc tout ça va finalement être une mine d'informations intéressante sur l'état du parc tertiaire et progressivement l'amélioration de la performance énergétique du parc tertiaire. Il y a également à l'étude la question d'une notation. Là, vous voyez un petit peu les feuilles. En fait, ça montre bien des bâtiments qui sont plus ou moins allants, plus ou moins performants sur ces questions d'économie d'énergie. Voilà, donc c'est un dispositif qui est encore à l'étude. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, ces éléments vont être transmis finalement au fur et à mesure, parce que le secteur tertiaire, notamment dans le bureau, l'immobilier de bureau, ça change de main, hein, ça tourne. Donc il est important évidemment que les propriétaires successifs ou les preneurs à bail, parce qu'il y a toujours la question de propriétaires pour des immeubles et puis preneurs à bail plutôt dans le cas des locaux commerciaux, partagent cette info et la continuité évidemment, l'historique des interventions successives sur un parc. Et puis ça participe à la valeur immobilière verte. Il y a eu un débat il y a quelques années en disant est-ce que finalement ce texte est utile puisque le marché se régule. Alors oui, c'est vrai pour certains cas, dans certaines situations géographiques. Évidemment que le tertiaire, l'immobilier de bureau parisien, on va dire qu'il doit lui-même se mettre à des standards parce que sinon, il ne trouve pas preneur. Il y a une obsolescence très rapide du bureau, mais le tertiaire, encore une fois, c'est aussi des locaux d'enseignement, c'est aussi des hôpitaux, c'est des tas de bâtiments et ce n'est pas du tout la même situation dans tous les bâtiments. Donc cette question de la valeur verte, c'est-à-dire de dire qu'un bâtiment plus performant a une valeur intrinsèque plus importante et donc en termes de valeur d'usage, de confort, ça va nous permettre aussi de la mesurer, cette base, ces données vont nous permettre de les mesurer. Et donc on va pouvoir le savoir sur la base finalement de la façon dont les assujettis respectent ou non les objectifs. Enfin, c'est un texte, alors longtemps ça a été un texte, on a dit que c'était du droit souple et que c'était une sensibilisation puisque justement le marché se régulait. On a quand même finalement introduit dans le jeu des évolutions successives du texte et puis des amendements parlementaires, un régime de sanctions qui est surtout basé sur ce qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire faire savoir qu'on ne respecte pas l'objectif, et puis le fait de produire un plan d'action pour se mettre en situation de montrer qu'on est en train d'engager les actions qu'il faut, et puis des sanctions pécuniaires, donc en cas de non-respect des objectifs.
Et puis enfin, et c'est important évidemment, on l'a dit aussi en introduction, que les professionnels se saisissent de ce dispositif, donc en gros qui est constitué d'un décret déjà publié et de deux arrêtés, au moins deux arrêtés à venir. C'est important que les professionnels aient des informations, et donc un guide d'accompagnement est prévu, et puis un système d'animation, de relais à la fois au niveau national et au niveau local. Pour cela, on s'appuie évidemment notamment sur nos services déconcentrés, sur les DREAL et sur les DDT. Un petit point de calendrier, donc comme je l'ai dit, actuellement notre base législative c'est la loi Elan. Le décret tertiaire est publié le 23 juillet 2019. Aujourd'hui nous avons un premier arrêté qui est un arrêté dit méthode. Donc c'est l'arrêté qui fixe notamment toutes les conditions, les modalités du reporting qui concernent ce dispositif. Aujourd'hui, cet arrêté, il est sur le point d'être signé. On va dire qu'il est encore dans les derniers ajustements interministériels, mais il devrait être publié dans les prochaines semaines. C'est pour ça qu'on a mis 2020. Et ensuite, on a un autre arrêté, c'est celui qui est l'arrêté qui va comporter les fameuses valeurs absolues. Vous savez, la modalité alternative par catégorie. Et donc là, il y a un certain nombre de réunions par grand secteur. Vous doutez bien que c'est un petit peu sensible, puisqu'on est dans un jeu où on demande aux acteurs de nous donner des informations, leurs propres études, leurs pratiques, ce qu'ils ont observé. Et donc, on va organiser cet échange, mais on espère bien, évidemment, il faut absolument que cet arrêté sorte dans les prochains mois pour stabiliser le dispositif. Il faut que les assujettis puissent avoir les choix, et donc il faut que le dispositif complet soit là avec le décret, le premier arrêté, le deuxième arrêté. Je parlais tout à l'heure d'autres arrêtés, ne vous inquiétez pas, c'est en fait, on pourra imaginer que les arrêtés, ça se change assez vite, que les valeurs évoluent parce que la connaissance évolue, et donc s'il y a besoin, on pourrait imaginer un arrêté supplémentaire, un modificatif, voilà, si nécessaire. Voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Peut-être un peu en synthèse, cette réglementation, il y a un enjeu fort de ce parc tertiaire qui est énorme, absolument considérable, de le faire évoluer, de le faire s'améliorer. Et donc, c'est un outil d'accompagnement des acteurs parce qu'avec le reporting, avec la notation, avec les guides d'accompagnement, en fait, on accompagne tout un secteur. C'est évidemment un secteur qui va générer des économies d'énergie, mais générer aussi de l'économie et de l'activité économique et des nouvelles activités. Évidemment, il s'inscrit dans tous les dispositifs de lutte contre le réchauffement climatique de bas carbone. Il est, je dirais, un petit peu... Il crée une sorte d'émulation puisqu'on va pouvoir, avec la notation et puis le reporting, avoir une comparaison des acteurs les uns par rapport aux autres. Finalement, il laisse un choix dans les leviers, puisqu'on a plusieurs leviers pour atteindre les objectifs successifs. Donc, on peut programmer finalement les interventions qui sont à mener. Et puis, en fait, c'est une approche sur le long terme. Il y a une première étape importante, c'est le moins 40%, mais en fait, on se projette sur une temporalité un petit peu plus longue. Pour ma part, j'en ai fini. Je laisse la parole à Nathalie pour la suite. Merci Emmanuel. Donc, alors moi, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on sait de cette réglementation, de ce futur texte en pratique, en sachant je suis un peu restée sur ma faim par rapport à ton intervention, parce que les valeurs absolues, comme vous allez le voir, je les attends avec impatience. Je suis désolé, ça va venir l'année prochaine. Donc effectivement, dans notre quotidien de bureau d'études, on s'aperçoit que ces textes, ils vont être appliqués. Déjà, le moins 40%, on peut en appliquer une partie avec l'occupation, le pilotage des installations. Mais ensuite, c'est vrai que pour atteindre le moins 60, ça va commencer à se corser un petit peu quand même. Donc là, il y aura plusieurs situations. C'est soit une restructuration lourde d'un bâtiment, soit effectivement on intervient sur une rénovation de façade sans gêner les occupants à l'intérieur des bâtiments, ou alors c'est ces changements de réorganisation ou de déménagement, et on fait du réaménagement d'espace. Donc là, c'est 3 niveaux d'action et donc des niveaux de performance énergétique qui sont très différents selon les configurations. Alors, nous, à la lecture de ces textes, c'est vrai qu'on a quelques premiers petits constats. C'est déjà l'année de référence 2010, c'est vrai qu'elle commence à être lointaine. Donc, heureusement qu'on peut utiliser des factures qui sont ultérieures, parce que c'est un petit peu difficile d'aller retrouver dans les archives comptables des factures aussi anciennes. Mais là où c'est compliqué, c'est quand il y a un changement d'occupant, parce que là, ça commence à être un petit peu corsé pour pouvoir récupérer l'historique. Le deuxième constat, c'est vrai que
C'est une nouveauté pour nous, cette expression en énergie finale. Hein. Côté DHUP, vous nous aviez habitués à l'énergie primaire, c'était bien rentré dans nos habitudes. Là, maintenant, on exprime les choses en énergie finale. Donc là, il faudra être un petit peu prudent. Justement, parce qu'on va comparer des systèmes énergétiques qui n'ont pas forcément les mêmes facteurs de conversion. Et puis, le troisième constat, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est cette valeur absolue qui est vraiment indispensable pour des bâtiments qui sont plus ou moins récents, qui ont déjà été réhabilités, qui sont déjà en fait intrinsèquement performants. Alors, un petit premier exemple sur une réhabilitation lourde d'un immeuble de bureau dont j'avais commencé à vous parler d'ailleurs à cet Energy Meeting dans cette même salle, je crois, il y a 2 ans. On était en pleine étude, là maintenant on est en plein travaux sur une restructuration qui va effectivement, qui est de l'ordre de plus de 40 000 m² de bureaux à Issy-les-Moulineaux, avec comme donc un maître d'ouvrage notamment Bouygues Immobilier et Primorial REM. Et donc là, on est sur effectivement une restructuration très importante d'un bâtiment des années 80 qui effectivement était performant au regard de la réglementation de l'époque, mais qui avait besoin d'un coup de neuf. Et donc là, une restructuration totale avec des extensions, surélévation du bâtiment. On comble les dents creuses pour densifier. Parce que là, maintenant, le quartier est devenu un quartier d'affaires et avec de très très fortes ambitions de la maîtrise d'ouvrage, à la fois sur l'aspect énergétique, mais également sur l'aspect environnemental. Donc là, sur le côté énergétique, à la base, le maître d'ouvrage souhaitait qu'on atteigne un niveau énergie 3. C'était le cahier des charges d'origine, mais là, c'est un petit peu compliqué parce qu'il nous manquait pas mal de toitures pour pouvoir implanter suffisamment de panneaux photovoltaïques. Donc malheureusement, nous sommes obligés de nous contenter d'un niveau énergie 2, en sachant que sur ce bâtiment, bien entendu, on a refait l'intégralité des façades, mais également on a mis des systèmes énergétiques ultra performants avec des packs sur double d'eau qui fonctionnent à la fois avec des groupes extérieurs et puis le réseau de chaleur qui alimente le site qui est vertueux. Mais effectivement, je vous parle de énergie 2, mais en théorie, on n'a pas le droit. C'est de la rénovation. En fait, on avait le droit d'utiliser la RT 2012 que sur les 50 petites extensions qu'on faisait à droite et à gauche du bâtiment. Et donc là, c'est vrai qu'on a été obligé de faire une demande de dérogation auprès de la DHUP pour appliquer la RT 2012 au lieu de faire un calcul mixte de la RT globale 2008 et de la RT 2005. Heureusement, ça a été accepté au grand bonheur effectivement de notre maître d'ouvrage qui aujourd'hui peut revendiquer finalement un bâtiment qui est au niveau qui est meilleur même qu'un bâtiment neuf aujourd'hui. Mais tu parlais tout à l'heure de valeur verte de l'immobilier francilien. On est en plein dans ce cas-là, c'est-à-dire que l'énergie aujourd'hui, c'est pas non plus suffisant. Il faut aller au-delà au regard de l'environnement. Donc c'est pour ça qu'on vise des certifications environnementales très ambitieuses, comme la certification HQE selon le référentiel bâtiment durable 2016 avec un niveau exceptionnel. C'est compliqué. Le niveau BREEAM, donc là, on vient juste d'ailleurs d'avoir la certification conception avec un niveau excellent. Là aussi, ça demande beaucoup d'efforts pour arriver à ces niveaux. Et aujourd'hui, un sujet qui est quand même très important, c'est le côté bien-être, qui est réclamé. C'est pas le tout de faire des bâtiments performants, mais il faut des bâtiments où les gens y soient bien. Donc là, on est en démarche well ready, mais pas que, puisqu'on va aussi vers des labels connectés, parce qu'on est sur le réseau d'Issy-les-Moulineaux, qui a effectivement un réseau smart, donc on veut un bâtiment connecté. Donc tout ça pour vous dire, déjà, voilà, on voit une restructuration lourde. Finalement, on peut aller beaucoup plus loin, on peut se mettre largement au niveau d'un bâtiment neuf aujourd'hui. Et puis, à l'inverse, un autre exemple, là on est sur du réaménagement d'espace. Alors,
je vous fais un témoignage de nos bureaux, parce qu'effectivement, on les connaît, on est dedans depuis 1 an et demi, et on a voulu faire un laboratoire d'expérimentation un peu fou, où on teste plein de trucs. Donc, on a voulu aller aussi loin qu'on pouvait sur l'ensemble des curseurs, que ce soit sur la qualité d'air intérieur, sur l'analyse du cycle de vie, le BIM, la biodiversité, les économies d'énergie, le confort, et également une petite démarche Feng Shui. Et tout ça, effectivement, pour un coût de travaux qu'on s'était fixé. De toute façon, on avait un budget limite de 370 € par mètre carré. Et donc, petit témoignage sur la partie économie d'énergie, où là, on a déjà fait pas mal de choses, puisqu'on est arrivé, on a isolé l'ensemble des allèges du bâtiment. Les fenêtres, on est sur de la façade rideau en simple vitrage, on ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, quand on a pris les lieux à cause de la copropriété, on ne pouvait pas changer les fenêtres sur une façade rideau, c'est absolument impossible techniquement. Donc, on a mis en place des films et des survitrages. On a mis en place une régulation, sachant qu'on ne peut pas faire de comptage individualisé pour des questions techniques, c'est impossible, mais on a quand même mis une régulation. On a décidé de ne pas mettre de climatisation malgré le réchauffement climatique et d'être en free cooling avec des brasseurs d'air à certains endroits. Et puis une grande sensibilisation des usagers, et puis surtout un petit zoom sur ce que je vais vous montrer, c'est l'éclairage basse consommation sur lequel on a vraiment beaucoup travaillé avec nos ingénieurs spécialisés sur le sujet. Et en complément, on a proposé un diagnostic gratuit à l'ensemble de la copropriété pour pouvoir anticiper la future rénovation de façade financée, on l'espère, bientôt par une surélévation du bâtiment. Et donc, sur l'installation d'éclairage, c'est là où on a vraiment mis le paquet pour justement atteindre une grande partie de nos objectifs énergétiques avec un éclairage, avec des modélisations qu'on a réalisées avec Dialux. Et pour pouvoir trouver notre optimal, on était obligé de faire notre marché chez 4 industriels différents, parce qu'effectivement, un seul ne pouvait pas répondre à tous nos besoins selon les pièces, selon nos exigences, à la fois esthétiques, de performance énergétique, mais également de gestion qui était un petit peu particulière, puisqu'on a voulu mettre en place un système de gestion de l'ensemble de l'installation d'éclairage avec de la détection d'absence, un suivi des consommations qui se fait de manière instantanée. Et au final, on a effectivement un système de type DALI qui nous permet d'ajuster complètement le flux lumineux. En fait, on s'est aperçu que tous les logiciels qu'on utilise au quotidien ont tendance à surdimensionner l'installation d'éclairage. Et quand on a fait effectivement notre réglage avec nos luxmètres, on a diminué de 40% l'intensité lumineuse par rapport à ce qui était prévu en matière de puissance, alors que pour le même flux lumineux. On a aussi également beaucoup travaillé sur la gestion, ce qui fait qu'on se retrouve avec des puissances installées, vous le voyez, qui sont de l'ordre entre 2 et 3 watts par mètre carré, ce qui est à la moitié de ce qu'on installe aujourd'hui sur des bâtiments qui sont déjà très performants. Au final, on se retrouve avec des consos d'éclairage de l'ordre de 2,5 kWh par mètre carré an, alors qu'aujourd'hui on est plutôt sur une valeur de 11. On a divisé par 8 les consommations d'électricité par rapport à des consommations standards. Vous voyez ici les reportings qu'on a sur une année, où on voit qu'aujourd'hui, notre installation d'éclairage, elle consomme moins que nos consommations d'eau chaude sanitaire, pour la bonne raison que nos collaborateurs n'ont pas de voiture, ils viennent en vélo, en course à pied, et donc effectivement, ça augmente les consommations dans les bureaux. Juste sur la CV, pour vous faire un petit clin d'œil, on a fait le bilan et en fait, on est 8 fois inférieur à celle d'une construction neuve. Donc oui, de grands enjeux sur la rénovation énergétique, puisque finalement les lots secondaires sont assez facilement... on peut effectivement faire de l'optimisation. Et juste le petit clin d'œil un peu pour terminer, où on a fait des calculs selon 3 méthodes, selon la RTX globale,
où on est à moins 43% par rapport à l'état initial. Donc, selon le référentiel le plus, c'est moins, très amusant, parce que dans le référentiel le plus, vous voyez que dans l'RTX global, on est à 52 kWh sur 5 usages. Dans le plus, c'est moins, selon l'énergie, on est en 34, parce qu'on efface le réseau de chaleur, qui a 50% d'énergie renouvelable, et en carbone, on est à 189. Et selon nos consommations réelles, qui en fait, sur le réseau de chaleur, sont plus élevés, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est les seuls à avoir fait d'énormes efforts pour la performance énergétique, et on n'a pas de comptage individualisé, donc ça nous défavorise, puisque aujourd'hui, on paye au prorata de nos tantièmes, et non pas à la hauteur réelle de nos consommations. Mais par contre, en électricité, c'est fabuleux, puisque tous usages confondus, on est à 25 kWh d'énergie primaire par mètre carré an. Donc plusieurs niveaux d'action, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais pour arriver aux objectifs 2050, les moins 60%, a priori, il faudra qu'on cumule tout ça. Et juste, voilà, ma petite liste de doléances pour l'ADEME et la DHUP sur l'harmonisation avec le DPE tertiaire, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué avec nos maîtres d'ouvrage de devoir communiquer sur des valeurs qui sont différentes des méthodes de calcul. Y aura-t-il un jour une mise à jour de la RT de 2008, qui commence à avoir 10 ans? Allez, peut-être un jour. Est-ce qu'on pourra un jour valoriser l'approche carbone, comme en RE 2020, parce que finalement, c'est là où on peut vraiment mettre en avant tous ces moins, tout ce qu'on peut faire. Et puis aussi rénover en anticipant le réchauffement climatique, surtout au regard du confort estival. Il ne faut peut-être pas climatiser à tout va. Et puis, que faire aussi aujourd'hui? On a de plus en plus d'opérations, on a des conflits entre économie d'énergie et économie circulaire. Des bâtiments qui ont été rénovés il n'y a pas si longtemps et qui, malheureusement, ne sont pas allés au bout de la démarche. Et puis, effectivement, j'ai parlé avec des bureaux, mais les autres secteurs vont être concernés. Donc, voilà. Nicolas, je te passe la main. Donc... bonjour à tous, un petit mot très rapide, quelques minutes pour vous présenter Opéra, qui a été évoqué par Emmanuel tout à l'heure. Donc Opéra, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'Observatoire de la performance énergétique de la rénovation des actions du tertiaire. Il s'agit en fait du portail officiel de suivi de l'application du décret tertiaire. Et donc c'est un portail qui est opéré par l'ADEME mais sous maîtrise d'ouvrage de la DHUP. Et donc, conformément à ce qui est écrit dans le décret tertiaire, ce portail est déjà en ligne et il l'est depuis le 1er janvier 2020, donc comme c'était inscrit. Et donc vous pouvez d'ores et déjà vous y rendre et aller donc sur cette adresse internet que je vous mets là. En quelques mots, quels sont les objectifs d'Opéra? Donc, Emmanuel l'a dit, c'est avant tout pour l'instant de répondre aux exigences réglementaires de collecte de données, avec l'idée donc pour un gestionnaire de parc d'abord s'identifier, puis ensuite d'y déclarer son patrimoine, de faire le descriptif de ses bâtiments, et d'y rentrer ses consommations. Donc d'abord sa consommation de référence, celle de 2010, et chaque année ses consommations de l'année pour voir si l'atteinte des objectifs de la loi Elan se fait, et avec l'idée d'un premier contrôle, on va dire en tout cas en 2030. Et puis, ce sera aussi la possibilité d'y rentrer tous les programmes de travaux, faire le suivi des actions. Donc voilà, le deuxième objectif, c'est effectivement un portail qui a une vocation réglementaire qui permet donc au pouvoir public de contrôler l'atteinte de ces objectifs. Le troisième objectif, c'est, et c'est aussi très important, c'est de se dire qu'on va accumuler beaucoup de données, parce que finalement, on estime à peu près à 250 000 bâtiments qui vont être déclarés dans Opéra. Donc on voit qu'on a une source de données vraiment, vraiment intéressante, qui représente à peu près 70% de la consommation du tertiaire. Donc il y a une vraie volonté de valoriser au maximum toutes ces données, avec une vraie idée d'open data, et de se dire que si on met à disposition l'ensemble de ces données à des acteurs comme vous, à des universitaires, il y a tout un tas de bonnes idées qui vont sortir. Et donc c'est vraiment une bonne idée que de veiller à la valorisation, à la mise à disposition de ces données, évidemment dans le respect des règles de confidentialité. Et puis un dernier objectif, Opéra, ce sera un petit peu le portail où vous retrouvez toutes les informations autour du décret tertiaire, évidemment le guide d'application et comment je me sers d'Opéra, mais aussi le guide d'accompagnement, enfin voilà, tout un tas de ressources, des retours d'expérience, une FAQ, enfin voilà, c'est vraiment là où vous trouverez toute l'information.
Rapidement, le périmètre, c'est une application web qui est en ligne depuis le 1er janvier de cette année, avec un accès authentifié pour tous les assujettis, on va dire, ou leurs prestataires. Il y a vraiment cette possibilité aussi que l'assujetti délègue la saisie, les déclarations à des prestataires. C'est une application d'administration pour les pouvoirs publics, pour aller contrôler l'atteinte des objectifs. Une troisième fonctionnalité qui est vraiment aussi intéressante, c'est pour aussi vous faciliter le travail, c'est des API, on va dire des dispositifs de communication un petit peu automatisés entre plusieurs applications, l'application d'un logiciel interne d'un gestionnaire, ou même une API pour communiquer avec les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseau, je veux dire, Enedis, GRDF, avec l'idée de pouvoir remplir automatiquement les consommations dans Opera grâce, on va dire, aux informations détenues par les gestionnaires de réseau. Je vous l'ai dit, une base de données de collecte avec beaucoup de données qu'on souhaitera vraiment valoriser au travers d'un portail grand public pour se dire, voilà, cette donnée qui est vraiment intéressante, elle sera mise à disposition. Quelques éléments de calendrier. Je vous l'ai dit, le lot 0 est en ligne depuis le 1er janvier avec la possibilité de s'authentifier. C'est là, voilà, on va dire les fonctionnalités de base. Le lot 1 au premier trimestre permettra de déclarer ses bâtiments, de commencer à rentrer les surfaces, les adresses, a priori en mars, alors pas 2019, mais 2020 bien évidemment. Le lot 2 à mi-2020 avec la saisie des consommations, consommation de référence, l'année 2010, et puis après la possibilité de rentrer ces consommations annuelles, et puis la mise en fonctionnalité des API, voilà, c'est à peu près ce qu'on vise. Et en fin d'année, la possibilité de rentrer l'ensemble des plans d'action, la définition des modulations, où vous voyez vous pourrez dire je choisis le seuil en valeur absolue ou non je choisis les seuils en valeur relative. Tout ça prêt pour la fin de cette année. Avec de toute façon une date limite de déclaration selon le décret au 30 septembre 2021, puisque à ce moment-là il faudra avoir déclaré ses consommations de l'année N-1, c'est-à-dire de l'année 2020. Donc vous avez le temps. Néanmoins, n'attendez pas le dernier moment pour remplir et déclarer les bâtiments. N'attendez pas le 29 septembre, mais en tous les cas, ça laisse vraiment une espèce de temps d'apprentissage dans l'utilisation de l'outil. Voilà, à titre d'illustration, quelques captures d'écran du site internet avec la possibilité, donc vous voyez, de déléguer à un prestataire sa déclaration. Donc c'est en ligne, je vous invite vraiment à aller vous connecter à opera.adem.fr. Et pour toute question, il y a une FAQ et il y a une adresse mail à laquelle vous pouvez poser un maximum de questions. Voilà, merci à vous.